On a des constats qui sont plus alarmants les uns que les autres. Je dis Dominique Régnier, mais je m'adresse aussi à Thomas Ribémont. Quelle solution vous, au nom, Dominique Régnier, de la Fondation pour l'innovation politique, comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que je vois les choses à propos de... À propos de ce qui vient d'être dit. Tout particulièrement ce qui a été dit. Oh oui, je peux... j'inclurai là-dedans, parce que c'est aussi le thème de notre discussion, mais j'inclurai dans le déplacement des personnes, si vous en êtes d'accord, la problématique de l'accaparement des terres. Ça vous va, si j'essaie de lier les deux? Parce que, au fond, moi je suis donc le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Nous sommes le partenaire heureux de Planeta. L'année dernière, nous étions présents. C'est un événement pour nous absolument central. Et je suis aussi professeur à Sciences Po, de sciences politiques. Et donc je voudrais, pour contribuer à la discussion générale, je voudrais réintroduire un facteur qui souvent est oublié dans les échanges et les conversations, et c'est bien normal parce qu'on ne peut pas sans cesse mobiliser tous les facteurs qui comptent. Et on le voit ici à travers la question des personnes déplacées, à travers la question de l'accaparement des terres. Ce facteur, c'est celui de la montée dans notre monde d'aujourd'hui, de la montée en intensité de la compétition entre les États pour accéder aux richesses, aux ressources. S'il y a un chiffre, même sans donner les détails, qui nous impacte directement dans nos discussions, nos réflexions, c'est bien celui, depuis 2 ans, d'une reprise de la course aux armements et de la montée spectaculaire des budgets militaires partout dans le monde. 240 milliards pour la Chine, 700 milliards pour les États-Unis, c'est absolument considérable, pour ne citer que 2 pays, et aller très vite. Cet armement, cette montée en puissance militaire vient signer, qui est nouvelle, elle a déjà eu lieu, mais là, elle a un nouveau lieu, elle vient signer un état de tension qu'il faut avoir à l'esprit. Et cette tension, elle nous rappelle l'extraordinaire dureté, irréductibilité de la souveraineté étatique et la manière dont un État, lorsqu'il sent que sa puissance est contrariée, voire menacée, s'il en a les moyens, va avoir des comportements assez agressifs et je dirais, non pas quelle que soit la forme juridique qu'il organise, mais en réalité, selon le niveau de l'intensité de la menace, la forme varie plutôt moins. Vous voyez, plus la menace est élevée, moins la forme démocratique ou autoritaire a d'importance du point de vue de l'État. Et en ne respectant plus aucun paramètre que l'on a cité depuis ce matin, par exemple. Ah, par exemple. Et alors concrètement, on peut avoir, c'est pas vraiment le cas, mais on a l'autre cas, on peut avoir une stratégie d'État de non-négociation sur son propre territoire des paramètres que nous avons discutés. On a l'exemple en tête de Trump décidant de quitter les accords de Paris. C'est une démocratie, donc c'est saisissant. Mais on a aussi des États qui vont considérer que la quête de puissance dans laquelle ils sont engagés ne saurait pas être limitée ou contrariée. Et donc, je vous laisse dire ceci, mais moi, je vais faire comme ça. Ça ne passe pas nécessairement par des conquêtes militaires. Ce n'est pas encore ce qu'on observe comme tendance forte. Mais par contre, on voit des processus d'intensification de ce qu'on pourrait appeler l'accaparement de terres, principalement sous forme de location, mais ce sont quand même des rapports d'État très puissants qui cherchent à avoir des ressources diverses et qui, au fond, discutent, négocient, parfois imposent à des États plus faibles, voire corrompus, l'accaparement de sol, qui peut se faire dans des conditions, on y reviendra après, je ne veux pas être trop long, mais dans des conditions, c'est ça je crois qu'il faudrait viser, dans des conditions recevables, mais qui peut aussi relever d'une forme de prédation. Et je voudrais insister sur un point, parce qu'on parle du sol, c'est notre thème. Regardons la pression sur le sol disponible pour la création des richesses, l'agriculture. Elle est si forte que maintenant on sent la pression sur les espaces maritimes.
c'est un autre espace de pression extraordinairement fort pour les ressources halieutiques, pour les ressources énergétiques, pour les voies maritimes commerciales. Eh bien, c'est une intensification que l'on observe de la tension sur les espaces maritimes, qui est une conséquence du fait que nous arrivons au bout de l'utilisation des espaces terrestres disponibles pour la création de richesses. Donc nous entrons dans une phase d'intensification de ces compétitions. Sans doute, si je regarde du côté de l'évolution des investissements en matière d'armement et des budgets militaires, un durcissement. Je rappelle, l'auditoire le sait probablement, mais je rappelle que nous n'arriverons probablement pas à préserver l'Antarctique d'une exploitation forcenée pour le pétrole et pour le gaz, malgré tout ce que nous avons dit, malgré l'importance de ce que nous savons autour de cet enjeu-là. Je crois qu'on ne va pas y arriver parce que des États ne veulent pas négocier leur propre puissance. Et donc, lorsque nous discutons ainsi, je pense qu'une des clés pour que nos projets qui répondent à des critères d'humanité, de justice, de progrès, pour que nos projets aient une chance d'avancer et en partie d'aboutir, il faut qu'on arrive à incorporer cette résistance que nous aurons, qui est la souveraineté étatique, la politique de puissance, et ce que l'on dit parfois, le plus froid de tous les monstres froids, ça n'a jamais été autre chose qu'une réalité, ça demeure entièrement aujourd'hui. Merci pour cette réflexion qui fait froid dans le dos. Malheureusement, Thomas Ribémont, l'impact sur le sol, puisqu'il est question du sol, ce qui vient d'être dit, à la fois le fait que le sol est devenu une monnaie, est devenu une monnaie aussi géostratégique et géopolitique, le fait que voilà, nous avons ces constats. C'est encore plus dur pour vous, pour Action contre la faim? Alors oui, je vais parler de ma casquette d'humanitaire, donc en tant que président d'honneur d'Action contre la faim. Et effectivement, merci de cette réflexion, Pablo, en disant la réponse, elle ne peut pas être qu'humanitaire, mais c'est avant tout politique. Donc la réponse, elle peut être parfois humanitaire, mais ne nous l'aurons pas, c'est très politique. Pourquoi c'est très politique? Déjà parce qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre les conflits fonciers, qui sont parfois liés à des conflits de droit entre... et qui sont souvent locaux. Oui, ça entre un droit positif, par exemple, et un droit, je dirais, plus traditionnel, qui va considérer, par exemple, que la terre appartient à ceux qui ont des ancêtres sur cette terre, alors que d'autres vont considérer que, pour reprendre la formule de Félix Houphouët-Boigny, que la terre appartient à ceux qui la travaillent. Et ça peut créer des conflits. Et puis, on va avoir aussi des conflits vous allez fâcher les éleveurs. Parce que, avec, entre éleveurs, justement, et agriculteurs. Ça, c'est des conflits fonciers, je dirais, qu'on peut retrouver assez localement. L'accaparement des terres, c'est beaucoup plus massif, c'est très différent. En gros, le terme d'accaparement des terres, il apparaît en 2007-2008, au moment de la crise alimentaire mondiale. Et c'est le fait qu'un certain nombre de puissances, et Dominique parlait de puissance à juste titre, n'ont pas suffisamment de ressources hydriques, parce qu'il y a le stress hydrique, n'ont pas suffisamment de terres arables pour nourrir l'ensemble de leur population. Je vais vous donner un chiffre, un pays qui est emblématique de ça, c'est la Chine. La Chine, c'est 22% de la population mondiale, c'est 6% des ressources en eau et 10% des terres arables. Donc la technique de la Chine et la politique de la Chine, c'est bien évidemment d'aller par des sociétés privées le plus souvent, aller prendre des terres ailleurs pour pouvoir produire et exporter dans son propre pays. Et donc on a une forme d'externalisation de l'agriculture avec des conséquences extrêmement importantes, puisqu'on parle de dizaines de milliers d'hectares à chaque fois, et ce sur des concessions ou des locations. Il y a différentes possibilités qui vont jusqu'à au-delà de 100 ans. La conséquence mécanique, c'est un recul drastique, en particulier en Afrique, parce que l'accaparement des terres, comme l'a très bien montré Oxfam dans son dernier rapport sur le sujet, l'accaparement des terres touche 70% l'Afrique qui est impactée. La conséquence mécanique, c'est un recul de l'agriculture familiale. Et donc, quand vous n'avez plus d'agriculture familiale, eh bien, la conséquence quasi mécanique, c'est une situation d'insécurité alimentaire. Mécaniquement, quand vous êtes en insécurité alimentaire, vous allez chercher ailleurs. Et ça entraîne de facto un certain nombre de déplacements. Des déplacements internes, ce sont les plus massifs, et des déplacements externes. Et au passage, je tiens à rappeler, parce qu'on l'oublie un petit peu souvent, qu'en matière de déplacement, et qui, à mes yeux, sont des déplacements forcés, pour le coup, oui. En matière de déplacement, ce n'est pas du tout l'Europe qui est la plus impactée. C'est le continent asiatique et l'Afrique.
Et c'est eux qui supportent cette charge-là. Alors évidemment, quand on a ce genre de problématique, ce qui vient à l'esprit, c'est, je pourrais même singer le général de Gaulle qui disait l'Europe, 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 l'Europe. On est comme un cabri et puis finalement ça n'aboutit à rien. Là j'ai envie de dire, à chaque fois on dit l'ONU, 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 l'ONU. Alors est-ce que c'est le gendarme qui pourrait justement régler toutes ces problématiques, Dominique Régnier, ou est-ce que fatalement il y a un mot de droit que vous connaissez mieux que moi qui s'appelle l'ingérence et qui vient en plein milieu de tout ça et qui dit voilà on peut rien faire. Et qui est ce fameux œuf dur avec lequel le général de Gaulle disait qu'on ne faisait pas d'omelette. En fait, si on ne peut qu'être très schématique sur des grands sujets en un temps qui nous est donné. Merci pour cet échange, mais on est forcément un peu rapide. En fait, moi, je vous dirais, il y a deux univers sur ces sujets-là. Il y a un univers d'influence, il y a un univers de puissance. L'univers d'influence, c'est nous, la société civile, les peuples, les ONG, bien sûr, des institutions internationales aussi, qui sont animées par des rapports de force, mais aussi par des principes et un intérêt pour le bien commun. Et puis il y a l'univers de puissance qui sont les États. Moi, je l'ai dit, je crois qu'on a perdu un peu parce que nous sommes dans des sociétés qui, malgré tout, se sont pacifiées. Les grandes données le disent. Se sont quand même pacifiées. Il y a quand même moins de guerres, même s'il y en a toujours que nous avons à l'esprit, y compris en ce moment. Et on est toujours un peu embarrassé de dire que ça se pacifie. Malgré tout, c'est vrai. Et donc, on finit par ne plus voir que surgit assez facilement cette figure classique de la puissance étatique souveraine qui ne veut pas coopérer. Dans un contexte qui a été rappelé de manière très, très claire ce matin, dans un contexte d'augmentation de la population, d'amélioration de la qualité de l'alimentation planétaire, c'est un autre aspect de l'affaire, de raréfaction ou d'érosion, etc., des sols, les variables nous amènent mécaniquement à une augmentation des tensions et jusqu'à peut-être des tensions un peu plus compliquées dans le futur. Alors, sans dire que j'ai une clé, parce que ce serait très prétentieux, mais je dirais qu'on pourrait réfléchir sur des principes. Moi, je dirais qu'au fond, si on prend le cas de l'accaparement des terres, souvent des locations, comme tu le disais à juste titre, des locations pour 100 ans, avec une agriculture intensive qui ne prend pas soin du sol parce qu'il n'est pas à nous, ça veut dire qu'on le rend quand il est épuisé. Donc c'est une forme au fond, de prédation. On a un axe avec prédation d'un côté et coopération de l'autre. Donc revoir le droit de propriété d'une certaine manière. En tout cas, je trouve qu'il faudrait introduire la contrainte de l'État, la reconnaître, y compris l'État dans sa quête de puissance, et imaginer des accords de coopération sur des partages de terres, mais qui respecteraient une série de critères. Il faut imaginer ce type d'accord qui permettrait de créer un bénéfice commun. Parfois, ça se présente. Parfois, les terres achetées par une société privée, soit au nom d'un État, soit pour leur propre compte, peuvent faire fructifier un territoire, y compris au bénéfice des populations qui l'habitent. Ce n'est pas l'intention première, mais ce sont des éléments que l'on peut imaginer pour construire une espèce de situation où l'intérêt d'une puissance souveraine, qui par définition ne demandera pas l'avis de quelqu'un, surtout si l'avis est contraire, pour agir, et l'intérêt vital des populations autochtones, peuvent diverger complètement ou éventuellement trouver une forme d'équilibre et de bénéfices partagés. Je pense que c'est illusoire, je suis désolé de dire ça, et on peut juger que c'est défaitiste, et tant pis, je ne serai pas suivi là-dessus, mais je pense que c'est illusoire d'imaginer que ces États, dans une situation de tension comme aujourd'hui, de stress hydrique comme la Chine, ça a été dit à l'instant, là-dessus ne feront pas de concessions et ne seront pas coopératifs si nous ne sachons pas, si nous ne savons pas imaginer des bénéfices partagés qui, au moins pour partie, je dirais, rentrent dans une forme de discussion à propos de l'usage collectif de la terre. Ça pourrait nous amener de manière très progressive et non spectaculaire, surtout pas spectaculaire en tout cas, je l'espère, ça pourrait nous amener à une reconfiguration et une reconsidération générale du rapport au sol, qui est un bien commun de l'humanité en effet. Vous voulez une terre, occupez-vous-en, et puis comme ça, ça sera pour le bénéfice de l'humanité.
Et de ceux qui y vivent. Et de ceux qui y vivent. Je vous rappelle que via SpotMe, bien sûr, vous pouvez poser vos questions, et il y en a une qui arrive, mais je voudrais d'abord avoir quand même la réflexion sur ce qui vient d'être dit de Pablo Cortés Ferrandez, notamment justement sur cette épineuse question du droit de propriété. Après tout, est-ce que la terre nous appartient, ou est-ce que justement elle nous appartient jusqu'à, comme le dit Dominique Régnier, jusqu'au moment où on s'en occupe pour les bienfaits de l'humanité? Yeah, okay. Yeah, I think if we are talking about principles, one idea that we cannot forget, it's about that all our work has to be people-centered. If we are going to remote areas to ask to work as humanitarian, as developers, as researchers, to remote areas is to give voice to that people, because that people is suffering the problem and that people has some solutions. Of course, the solution to this global issue has to be global, but we cannot forget that we have to go to context-specific areas to face the problems, the triggers of the different issues that arise in these areas. And another thing that maybe is interesting to raise in this forum is that we cannot talk about natural disasters. The hazard is natural, the drought is natural, but the exposure of that context and the vulnerability of the population is what provoked the final disaster. So the disaster is not natural, it's the hazard that is natural. And here, mainly also to try to remember the issues about how to protect this population. About protection through building capacities, not only building capacities of the population, also of the local governments, local governorates in Ethiopia, in Kenya, in Somalia. So I think these three key ideas, that it's a natural hazard, it's not a natural disaster, that our work has to be people-centered, we have to give voice to the people that is suffering this problem and has key solutions about that, and also it's context-specific. Solutions of protection how? By the UN again? I think a comprehensive answer is necessary. We cannot work only the humanitarians, only the local population, only the UN agencies. I think it's the time to sit down everybody in the table in a context specific, the UN agencies. We sat several times around the table. We sat like 50 years ago, we sat on the table and we made principles. Ça fait 50 ans qu'on fait des principes les uns après les autres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? But based on my experience in the field, sometimes, and you cannot believe it, but several partners, key partners, they don't have communication between them, and they don't have communication with the local population. I think that's something that we have to solve, because it's a lot of money and a lot of stakeholders working in the field. Alors, vous parliez, Pablo Cortés Ferrandez, des différentes régions du monde. On a justement quelqu'un qui nous pose la question de savoir si on peut évoquer la crise au Myanmar. Thomas. Je vais en parler puisque j'y étais il y a pas très longtemps. La crise au Myanmar, c'est une crise des droits humains dans le Myanmar, avec, comme vous le savez, un nettoyage, appelons un chat, un nettoyage ethnique d'une minorité musulmane qui sont les Rohingyas. Et qui, en août 2017, qui sont persécutés depuis des années, puisqu'ils n'ont pas de droit. En fait, ils n'ont même pas de reconnaissance de citoyenneté dans leur propre pays. Ils n'ont pas de droit au travail, etc. Et en août 2017, ils ont commencé à être chassés par l'armée birmane, ce qui prouve l'implication du politique, le tout avec l'aide de certaines autorités religieuses. Et donc, ils sont passés massivement de l'autre côté de la frontière, en étant restés quelques temps dans ce qu'on a appelé le No Man's Land. Et aujourd'hui, au Bangladesh, du côté de Cox's Bazar, vous avez l'un des plus grands camps de réfugiés au monde. C'est à perte de vue, c'est 1 million de personnes dans ce camp. Alors avec un paradoxe qui est que la terre est abîmée, pour le coup, quand vous êtes dans des situations d'encampement, et je vous invite à relire les travaux de Michel Agier, et notamment son bouquin qui s'intitule « Un monde de camps », quand vous êtes dans une situation d'encampement, le sol est fondamentalement abîmé, parce que vous avez une concentration de population qui est extrême. Alors le paradoxe du grand camp de Kutupalong, pour le citer, c'est que vous avez une intervention du gouvernement bangladeshi, de quelques gouvernements extérieurs, d'un certain nombre d'ONG, et que la situation du camp s'améliore, et que quand vous discutez
avec un certain nombre de réfugiés. Ils vous disent bien évidemment ma situation est terrible, bien évidemment j'aimerais bien retourner au Myanmar, mais de toute façon je n'y retournerai pas tant que je n'aurai pas de droit. Et en même temps ma situation dans le camp s'améliore de jour en jour. Et le paradoxe, mais c'est assez classique dans les situations d'encampement, c'est qu'on est en train, en améliorant la situation des gens, de pérenniser un camp. Et donc la génération... Les installer. Ouais. Tout à fait. La génération des réfugiés du Myanmar, il y a fort à parier que cette première génération sera élevée toute sa vie dans ces camps. Et c'est terrible parce que quand vous discutez avec des enfants et des jeunes adolescents, au-delà de la soif, au-delà de la faim, la première chose qu'ils vous disent, c'est en restant dans un camp, je n'ai pas d'avenir, mon rêve à moi, c'était de faire des études. Ouais, et cette situation-là, vous avez raison, mais on peut la transposer à d'autres camps aujourd'hui dans le monde, et où effectivement une situation s'installe qui n'est évidemment pas pérenne pour tout le monde. Merci à vous. Effectivement, on pouvait en parler, vous avez raison Dominique Régnier, on peut parler de cette problématique pendant des heures et des heures. Il nous faudrait un jour et demi pour envisager ça. Merci en tout cas de votre contribution pour cette table ronde.